on est arrivé, on arrive à la fin de cette présentation sur la participation des personnes qui ont été invitées. Donc, je vous disais que le taux de participation sur la campagne 2020-2021 était de 37,5%, un peu plus important chez les femmes que chez les hommes, mais enfin qui reste en deçà de la participation qu'on souhaiterait obtenir, même si ça a bien augmenté depuis la campagne précédente. Et le taux de positivité, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un test positif, était de 3,6%, un peu plus élevé chez les hommes que chez les femmes, 4,5% chez les hommes et 2,8% chez les femmes. Et si on regarde le graphique qui est juste dessous, vous voyez le nombre de personnes dépistées par an depuis 2013, si je ne me trompe pas. Donc en 2015, on voit une baisse qui correspond au changement de test. On avait le test hémoculte auparavant, on est passé au test immunologique. Donc pendant la période de transition, il y a eu une suspension de la campagne pendant quelques mois, donc une baisse de participation sur cette année qui a été bien rattrapée l'année suivante, puisqu'on voit un pic en 2016. Ça fonctionne maintenant? Donc, on voit le pic en 2016. Ensuite, ça a repris sur des valeurs qui n'étaient pas tout à fait aussi importantes qu'auparavant. En 2019, on a eu de nouveau un changement de marché, donc un creux. Et puis, c'était, malgré le contexte sanitaire, en 2020, une année plus importante, enfin une participation un peu plus importante que l'année précédente, et 2021, une participation qui a remonté encore un petit peu. Et tous les efforts portent actuellement sur la mobilisation de l'ensemble des partenaires et de l'ensemble des personnes qui sont dans la tranche d'âge pour obtenir une participation encore meilleure, puisque à 37,5%, on ne peut pas se considérer satisfait vu l'intérêt de ce dépistage et l'efficacité de ce nouveau test immunologique par rapport au précédent. Mais je pense que ces notions d'intérêt du test vont être un peu plus développées par les prochains intervenants. Donc, je vais leur laisser la parole ensuite. Merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant, c'est ça qui ne marche plus. Willy? Le diaporama, il a un petit peu. Ça l'a fait d'un coup? Ben oui. Ah. Oh là 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 là, c'est beau. Madame Hamza Petit et Monsieur Gauthier. Hey. Il est à peu près au niveau de l'étoile. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Bon. Allez, vas-y. Bon, bonsoir à tous. J'ai donc le plaisir d'accompagner Thierry Gauthier pour présenter un petit topo sur le cancer colorectal et le dépistage. Donc, on va revenir très rapidement sur les chiffres qui ont été présentés précédemment. C'est un cancer très fréquent en France, 43 000 patients atteints par an. Il arrive en deuxième position chez la femme après le sein
et en 3e position chez l'homme après le poumon et la prostate. Il survient dans 90% des cas après 50 ans. C'est pour cela que le dépistage est destiné aux patients ou aux personnes de plus de 50 ans. En termes de mortalité, il arrive en 2e position avec 17 000 décès par an. Mais heureusement, depuis les années 80, on voit cette mortalité diminuer progressivement et ce grâce justement au dépistage qui permet de dépister et de traiter des lésions à un stade précoce et donc de les guérir. Pourquoi les guérir? C'est parce que le pronostic, il est directement lié au stade évolutif au moment du diagnostic. Le traitement pourra être endoscopique, même pour un cancer, quand il s'agit d'une lésion superficielle. En cas d'une lésion plus évoluée, c'est-à-dire plus infiltrante, il nécessitera une chirurgie. Mais en cas de lésion encore plus évoluée, il pourra nécessiter une chimiothérapie, une radiothérapie associée ou non à la chirurgie. Donc, tout l'intérêt est donc de dépister, c'est-à-dire de découvrir des lésions silencieuses qui n'entraînent aucun symptôme. Ainsi, en découvrant des lésions précocement dépistées, on va traiter des lésions qui sont peu évoluées. Le traitement sera donc beaucoup plus simple et surtout avec une meilleure survie. Alors, pour permettre ce dépistage, nous avons à notre disposition 2 moyens. Donc, soit la coloscopie d'emblée, soit le test immunologique qui va rechercher du sang humain dans les selles. Le choix dépend, pour l'un ou pour l'autre, dépend du patient et de son niveau de risque. Et on a défini 3 niveaux de risque. Le premier, qui est un risque très élevé, ce sont des patients qui sont atteints de maladies génétiques prédisposantes au cancer colorectal ou de maladies inflammatoires de l'intestin très étendues. Et donc, à ce moment-là, on dépiste par coloscopie. Ensuite, le risque élevé, ce sont des patients qui ont des antécédents familiaux ou personnels de cancer du côlon ou de polype avancé. Ça sera également un dépistage par coloscopie. Et enfin, le risque moyen, c'est le patient de plus de 50 ans, asymptomatique, qui n'a aucun antécédent personnel ou familial. Dans le cas du risque moyen, donc du patient de 50 ans sans symptômes, on va proposer un test immunologique. C'est un test simple, non invasif et indolore. Il est envoyé par le Centre de coordination des dépistages des cancers à toutes les personnes de plus de 50 ans jusqu'à 74 ans, tous les 2 ans. Il détecte donc du sang humain en très petite quantité dans les selles et le résultat est soit positif, soit négatif. Alors, ce test, il est le plus souvent négatif, comme vous l'avez vu dans les chiffres précédents. 97% est négatif, et dans ce cas-là, il faut continuer le dépistage selon les mêmes modalités tous les 2 ans. Surtout s'il n'y a pas eu de coloscopie dans l'intervalle nécessité par un symptôme qui est apparu. Dans 3 à 4% des cas, ce test revient positif. Positif, ça veut dire qu'il y a du sang humain dans les selles envoyées au laboratoire, ça ne veut pas dire qu'il y a une grosse maladie. Il faut, à ce moment-là, impérativement faire une coloscopie pour voir quelle est la lésion qui a pu saigner. Et les chiffres retrouvent que dans seulement 8% de ces tests positifs, on trouve un cancer colorectal. Mais une fois de plus, précocement diagnostiqué, précocement visualisé, donc traitement adapté à ce diagnostic précoce. Dans 30% des cas, on trouve un gros polype qui explique le saignement, résécable le plus souvent par voie endoscopique. Dans 30% des cas, on trouve des petits polypes qu'on enlève également, car ça va participer à la prévention du cancer ultérieur d'une manière indiscutable. Et dans 30% des cas, on ne trouve pas de lésion colique. Donc, le test est indispensable dans le cadre d'une population pour dépister le cancer colique, car ça permet de découvrir des lésions moins évoluées. Et ça a été prouvé comme efficace. Prouvé comme efficace, car la survie des cancers dépistés est nettement meilleure. En moyenne, la survie à 5 ans est de l'ordre de 60 à 65% de tous les cancers coliques mis en évidence et traités. La survie à 5 ans des cancers dépistés par le test de dépistage est nettement améliorée à 90%, pour une raison très simple, c'est qu'il est découvert plus précocement.
Et ça participe à la diminution de la mortalité globale du cancer colique, actuellement de 15%, ce qui participe à la diminution des chiffres d'incidence actuelle du cancer colique, qui reste quand même très important. Et ceci sera d'autant plus important si 50% de la population est dépistée par ce test immunologique. On en est loin, on l'a été, nous sommes parmi les meilleurs en Grande-Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, mais encore du travail pour remonter à 50%. En effet, les chiffres, vous les avez vus tout à l'heure, un des meilleurs taux de participation en Nouvelle-Aquitaine, 37,5% en moyenne, taux de positivité qui était celui qui était attendu à 4% en moyenne, et en Lot-et-Garonne, en 2021, ont été dépistés comme ça 27 cancers et 210 adénomes. Passons maintenant au deuxième moyen de dépister le cancer du côlon, qui est donc la coloscopie. Cette coloscopie, elle concerne les patients à risque élevé et très élevé, mais il arrive de réaliser une coloscopie chez les patients à risque moyen, la plupart du temps à la demande du patient, parce que la coloscopie est un examen à risque invasif, donc en général on le propose au risque élevé et très élevé. Ces coloscopies pour les risques moyens représentent à peu près 11% de toutes nos coloscopies. La plupart du temps, les coloscopies donc, sont réservées aux patients à risque élevé, c'est-à-dire les patients ayant un antécédent familial au premier degré ou personnel de cancer du côlon ou de côlon avancé. Si la première coloscopie est normale, on proposera une nouvelle coloscopie à 5 ans. Et si la première découvre une lésion avancée, on proposera une prochaine coloscopie à 3 ans. Puis ensuite, on adapte l'intervalle en fonction de ce qu'on trouve. Chez les patients à risque très élevé, les patients atteints de maladies génétiques prédisposant au cancer du côlon et maladies inflammatoires très étendues, comme les maladies de Crohn et les rectocolite hémorragiques, on proposera des coloscopies de façon plus régulière, avec des intervalles beaucoup plus rapprochés, pouvant être de 1 an à 2 ans, et on commencera à des âges très très jeunes, par exemple à 12 ans pour la polypose adénomatose familiale ou à 20 ans pour le syndrome de Lynch. Alors, la coloscopie, donc, quelles sont les modalités de la coloscopie? C'est un examen qui se fait sous anesthésie générale, dans un intestin parfaitement bien préparé, donc avec une préparation optimale la veille. C'est un examen qui se fait en ambulatoire, avec des appareils de plus en plus performants à haute définition, qui permettent de détecter des petites lésions. Et en s'aidant de coloration virtuelle ou réelle, on peut détecter des toutes petites lésions en relief, et on peut donc les réséquer. Les complications des coloscopies sont rares en général. Il y a tous les incidents liés à l'anesthésie, les inhalations, les troubles du rythme. Et ensuite, les complications liées à l'endoscopie en elle-même, comme la perforation colique ou l'hémorragie, souvent chez les patients qui prennent des traitements fluidifiant le sang. Parfois des douleurs, hématoscléniques, mais ça reste quand même des complications très rares. Alors, vous avez entendu, donc, vous avez déjà donné les chiffres. Si un test revient positif, il est impératif de poursuivre les explorations. Donc, faire une coloscopie, car le test est positif. Donc, actuellement, dans les différentes années de dépistage, elle était faite dans 90-92% des cas. Ce n'est pas 100%, ça devrait l'être. Ça représente un petit 9% des coloscopies annuelles, mais, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on retrouve une lésion dans 75% des cas. Parfois des grosses lésions, 54% d'adénomes, donc ça permet par leur ablation de prévenir le cancer ultérieur, et un cancer dans 8 à 9% des cas. Surtout, l'important, c'est qu'ils sont les 8% de cancers diagnostiqués sont au stade précoce, c'est-à-dire un stade 0, c'est-à-dire superficiel à 26%, stade 1 non infiltrant 30%, et les stades plus évolués, nettement moindres que ce qu'ils étaient quand ils sont diagnostiqués devant des symptômes où la majorité sont au stade 2 et 3, parfois 4. Donc, c'est l'intérêt de ce test de dépistage que de permettre l'accès à la coloscopie et ainsi de trouver une minorité, certes, mais une minorité
de cancer colique diagnostiqués précocement, donc de meilleurs pronostics. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, traitement endoscopique au départ, en cas de stade 0. Stade 1, c'est un peu plus infiltrant, 30% des cas, il est endoscopico-chirurgical. Au-delà, il est chirurgical et chimiothérapique, voire en cas de métastase, chimiothérapique puis chirurgical. Donc, nettement plus complexe. Les exérèses endoscopiques se font de différentes modalités, avec jusqu'à ablation de lésions qui peuvent atteindre 4-5 cm selon des techniques plus rares, mais largement faisables et très efficaces et sûres. D'où l'intérêt de faire cette coloscopie. Les contrôles, comme on vous l'a expliqué, dépendra de ce qui aura été trouvé. Les polypes hyperplasiques qui ne sont pas néoplasiques, donc sans risque particulier, contrôle 5 ans, 7 ans ou par un nouveau test immunologique à 5 ans. Si le polype est gros, un polype hyperplasique mais de grande taille, c'est coloscopie à 5 ans, car il y a des discussions en cours sur ce potentiel évolutif. Les petits polypes sans risque particulier de cancer auront un contrôle à faire à 5 ans. Les plus gros polypes seront à contrôler à 3 ans. Et quand ils sont dysplasiques, les antécédents familiaux ne sont plus un critère de rapprochement des coloscopies qui seront donc effectuées à 5 ans. C'était une incidente en disant si on opère les gens, on fait une coloscopie habituellement 12 mois après la chirurgie pour vérifier qu'on n'ait pas laissé des polypes. Et si la coloscopie est incomplète pour des raisons, par exemple, tumorales, à ce moment-là, il faudra la faire avant 6 mois. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Chalery. Bonsoir. Merci de m'avoir invité pour parler de la chirurgie colorectale. Excusez-moi, il faut que vous reculiez un tout petit peu parce que vous êtes grand. Ah oui, je défais la croix. C'est pas grave. Voilà, donc le topo que je voulais vous présenter, finalement, il arrive trop tard par rapport à ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire des stratégies de dépistage. Donc, moi, j'ai deux possibilités dans la présentation que je vais vous faire. Soit je fais une présentation sur la chirurgie colorectale épouvantable pour faire peur à tout le monde et pour inciter tout le monde à se faire dépister et ne pas avoir recours à la chirurgie, soit je reste sur une présentation un petit peu objective de la chirurgie qui a fait quand même de gros progrès ces dernières années sur le caractère mini-invasif et sur la récupération notamment post-opératoire. Donc je voulais vous parler de 3 petits points. L'épidémiologie des cancers colorectaux, on va la balayer très rapidement parce que vous l'avez déjà entendu à 2 reprises, donc encore que la répétition fait rentrer les messages. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on fait de la chirurgie colorectale? Et puis après, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait cette chirurgie. Et donc, pour commencer, cette petite diapositive d'introduction qui répète les mêmes choses. 2 tiers des cancers sont localisés sur le côlon, le dernier tiers au niveau du rectum. On reverra tout à l'heure une diapositive avec un petit peu d'anatomie pour comprendre un petit peu ce qu'on dit. Et je rappelais juste que c'était un cancer qui était plutôt dans les pays occidentaux et les pays développés, avec une survie à 5 ans, tout stade confondu, à 62-65%. Alors, pourquoi est-ce qu'on a recours à la chirurgie colorectale? C'est dans 3 situations. C'est d'abord pour la prise en charge de formes qui sont symptomatiques. C'est les patients qui arrivent avec des symptômes, c'est-à-dire une occlusion, un arrêt du transit, soit une forme hémorragique, soit tout simplement parce que c'est une forme infectée, abcédée. Mais ce n'est pas la seule situation où on est amené à prendre en charge chirurgicalement les patients de cancer du côlon. Ça peut être aussi pour prévenir les risques de récidive. Donc c'est le dernier item, de formes superficielles qui sont réséquées mais qui sont suffisamment profondes pour justifier d'une reprise chirurgicale pour retirer toute l'atmosphère autour de la lésion qui a été réséquée. Et puis après,
le deuxième item, c'est sur la diapositive d'avant, c'est que la chirurgie, ça reste quand même le seul traitement à visée curative des cancers qui sont invasifs, parce que ça permet de réséquer la tumeur et son environnement cellulo-ganglionnaire. Voilà. La diapositive que je voulais vous présenter maintenant, c'est une diapositive qui est parlante et qui doit inciter au dépistage, comme le docteur Gauthier Hamza-Petit le disait tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire que plus on va prendre en charge tôt les patients, plus le risque d'avoir une lésion infiltrante et profonde sera faible, et donc plus la mortalité sera faible également. Vous pouvez recliquer une fois dessus, et vous voyez que sur des lésions qui sont très peu infiltrantes dans les stades précoces, le pourcentage de patients guéris est de 90%, encore une fois, alors que dès qu'on commence à avoir un envahissement un petit peu plus profond, on tombe sur un taux de guérison à 60%, et quand il y a un envahissement ganglionnaire, les ganglions qui sont autour de la tumeur qui sont envahis, on tombe encore plus bas avec un taux de guérison à 30%. Et c'est la même chose en fait pour les lésions qu'on appelle les polypes, en fait, que les polypes, on peut passer à la diapositive suivante, les polypes qui sont soit pédiculés, accrochés à un petit pied, soit lésions planes, en fait, on voit que plus l'infiltration va se faire en profondeur, et plus le risque d'envahissement ganglionnaire sera élevé, et donc que le taux de guérison sera plus faible, proportionnellement à l'envahissement en profondeur de la lésion. Voilà, ça c'est pour donner un petit contexte sur les indications de la chirurgie, donc qui doit être faite le plus précocement possible. Après, pour savoir un petit peu ce qu'on fait en termes de chirurgie colorectale, pour savoir ce qu'on fait, il faut comprendre un petit peu l'anatomie du côlon et du rectum. Le côlon commence au niveau de la jonction iléo-cécale, avec une partie ascendante qu'on appelle le côlon droit. Ensuite, il traverse l'abdomen avec le côlon transverse pour descendre sur le côlon gauche descendant. Et avant de se jeter dans le rectum, on a un segment de côlon qui s'appelle le côlon sigmoïde. Et en fait, on voit que la vascularisation du côlon est dépendante de deux axes principalement, l'axe mésentérique supérieur et l'axe mésentérique inférieur, et qui ont des territoires de distribution vasculaire qui sont très importants pour nous parce qu'ils vont en grande partie déterminer la longueur, l'importance de la résection colique. L'idée de la chirurgie colique, souvent les patients sont surpris en consultation quand on leur explique qu'on va leur retirer un segment de côlon qui va être assez significatif. Mais en fait, la longueur de la chirurgie colique va dépendre du territoire de drainage, en fait, de là où est située la lésion. Et on voit que le territoire de drainage par les ganglions se fait le long des axes artériel et veineux. Vous voyez, par exemple, pour une lésion qui était située ici, le territoire de drainage va pouvoir se faire par la colique supérieure droite ou par iléocolo-appendiculaire. Et en fait, il va falloir ne pas seulement réséquer juste la lésion et puis les quelques centimètres autour, mais il va falloir aller chercher à faire une résection qui va emporter les deux zones où potentiellement la tumeur a pu disséminer. Voilà. Donc, les règles de chirurgie oncologique sont parfaitement définies. On a des guidelines en fait, qui nous disent exactement comment opérer quel type de tumeur. Et en fait, les critères de qualité de chirurgie oncologique sont celui d'une exérèse totale du côlon et de l'atmosphère cellulo-ganglionnaire, ce qu'on appelle le mésocôlon. Quand c'est situé au niveau du rectum, ça s'appelle le mésorectum. Il faut faire une ligature à l'origine des vaisseaux, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne va pas couper les vaisseaux juste ici, on va les couper vraiment à l'origine en fonction de là où est située la tumeur. Et il faut emporter tout le territoire de drainage de cette lésion avec les ganglions. Et pour que l'analyse en fait, ganglionnaire soit pertinente, qu'on puisse dire oui, il y a un envahissement ganglionnaire ou non, il n'y a pas d'envahissement ganglionnaire, le critère de qualité, c'est d'avoir une résection d'avoir emporté au moins 12 ganglions. Et après, pour ce qui concerne les marges, si on n'est pas limité par le territoire de vascularisation du côlon, eh bien, il faut considérer qu'il faut avoir une marge d'au moins 5 cm en amont de la lésion et d'au moins 5 cm en aval pour avoir une résection suffisante. Enfin, pour ce qui est de la voie d'abord, parce que souvent c'est aussi évoqué, aujourd'hui, les référentiels recommandent
de prendre en charge les patients pour leur résection colorectale par célioscopie, parce que c'est une voie d'abord qui permet d'avoir la célioscopie, c'est-à-dire avec des petits trous dans le ventre, où on gonfle le ventre avec du CO2, et on travaille par ces petits trous, et c'est cette voie d'abord qui permet d'avoir les mêmes résultats oncologiques, et par contre avec une récupération post-opératoire plus efficace, ça fait moins de douleur après l'opération, et ça permet d'avoir un retour plus rapide à la maison, notamment en entraînant un retour plus rapide du transit. Voilà, alors une fois qu'on connaît ces principes, vous pouvez passer la diapositive d'après s'il vous plaît, encore une fois, parce que j'ai plein d'animations qui sont un petit peu... Voilà. Donc vous voyez que pour la petite tumeur qu'on avait figurée ici, eh bien, il faut emporter toute cette large zone pour être oncologiquement satisfaisant. Et alors, la diapositive d'après vous montre que, eh bien, en fait, en fonction de là où va être située la lésion, eh bien, la partie qui va devoir être retirée peut être extrêmement variable. Une lésion du côlon droit, ça va être une colectomie droite. Si ça se situe sur le transverse, eh bien, on va pouvoir devoir aller élargir la résection le plus possible vers cette région. On déteste faire des résections juste de cette partie-là du côlon parce que c'est une zone qui est très très mal vascularisée et qui expose à des risques de fuite en post-opératoire. Donc une lésion qui va se retrouver sur cette partie-là du côlon, on aura envie de couper juste là et puis de raccommoder, mais en fait ça ne marche pas comme ça, on est obligé d'enlever une grosse partie du côlon pour faire une couture qui soit mieux vascularisée avec des suites opératoires, donc du coup plus simple. Et vous voyez qu'en fonction de chaque localisation, on proposera une intervention chirurgicale qui sera parfaitement adaptée. Voilà, mais après, en fait, vous allez me dire, et c'est la diapositive d'après, comment est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a coupé le côlon, il va bien falloir rétablir la continuité digestive, et ça, c'est souvent une problématique qui arrive rapidement en consultation, notamment le fait de savoir est-ce qu'il y aura une poche, une colostomie ou une hilostomie, le fait d'avoir un anus artificiel au niveau de la paroi abdominale. En fait, la plupart du temps, il n'y en a pas besoin. Et on fait des coutures dans le même temps opératoire, une couture en fait entre les deux segments digestifs qu'on a laissés en place. Une couture en termes chirurgicaux, on appelle ça une anastomose. Et donc, c'est soit entre l'intestin grêle et le côlon, soit entre le côlon et le côlon, soit entre le côlon et le rectum, parfois entre le côlon et l'anus, en fonction de la zone chirurgicale qui a été réséquée. Voilà. Après, ces anastomoses, bon, c'est des petits détails techniques. On se pose la question souvent de savoir comment c'est réalisé. Ça peut être réalisé soit avec des films, et de plus en plus, en fait, en chirurgie, on utilise des petites agrafes en titane qui ne sonnent pas quand on passe à l'aéroport, mais qui restent en fait incorporées dans les tissus et qui restent donc à vie. Voilà, alors du coup, quasiment pour finir, la question se pose de quand est-ce qu'on fait finalement une poche, un anus artificiel? Et bien la plupart du temps, on n'en fait pas. Si c'est sur l'intestin grêle et qu'on est obligé d'en faire, on appelle ça une iléostomie sur l'iléon. Si c'est sur le côlon, eh bien, on appelle ça une colostomie. En fait, le principe, c'est de dériver les matières, de les pousser à sortir par l'extérieur pour protéger une couture le temps qu'elles prennent quand c'est des coutures qui sont à risque. C'est-à-dire soit parce qu'elles ont été réalisées dans un contexte d'urgence, soit parce que le patient, quand il est arrivé à la chirurgie, il était dénutri ou affaibli, ou alors qu'il avait des traitements qui risquaient de faire en sorte que la couture n'allait pas bien tenir, ou alors soit parce que c'est une couture très basse, où on sait que s'il y a des complications, ça peut gréver après le pronostic fonctionnel avec un nombre de selles très important, avec une fonctionnalité, enfin, des difficultés de confort après sur les selles. Quoi qu'il en soit, quand on réalise ces colostomies, ce n'est pas un échec de la chirurgie, d'accord? C'est plutôt une sécurité par rapport à l'intervention chirurgicale, et on sait qu'elles seront fermées dans un deuxième temps. La plupart du temps, les poches, elles sont fermées en général entre 2 à 3 mois après par une petite intervention qui reprend localement la zone de la stomie. Après, il y a certaines équipes même qui font des fermetures précoces, c'est-à-dire que dès qu'ils voient qu'il n'y a pas de fuite et de problématique au niveau de la couture, ils font une deuxième opération dans la même hospitalisation pour fermer rapidement la poche. Voilà, je pense que j'ai à peu près donné le message que je voulais vous donner. Mon collègue, le docteur Louis, s'excuse parce qu'il ne pouvait pas être là ce soir. Il était censé vous parler un petit peu de chirurgie, un petit peu du 23e, enfin, du 21e siècle, d'accord, la chirurgie dans laquelle on est rentré. En fait,
Les principes des interventions chirurgicales n'ont pas beaucoup évolué. Simplement, c'est beaucoup la réanimation et la prise en charge autour de la chirurgie qui a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le malade, quand il est pris en charge pour une chirurgie du côlon ou du rectum, la plupart du temps, on fait tout un tas de mesures qu'on appelle de la réhabilitation améliorée après chirurgie, qui permettent d'améliorer son séjour, ses suites, et même le taux de complications et sa durée d'hospitalisation. C'est tout un ensemble de mesures, en fait, qui permet en fait d'améliorer ces interventions chirurgicales. Et ces mesures, ça comporte une information pour les patients qui sont opérés, c'est-à-dire que c'est important plus on comprend ce qui va se passer, mieux le post-opératoire se passe. Ça va être aussi des mesures techniques, comme le fait de ne plus mettre de drain dans les interventions chirurgicales, de ne pas laisser le patient à jeun pendant les 24 heures précédant l'intervention, mais juste quelques heures avant, même en leur faisant boire des solutés glucosés pour que l'intestin n'ait pas le sentiment d'être à jeun au moment où l'intervention va commencer. Après, c'est aussi, en post-opératoire, c'est sortir très rapidement du lit, c'est recommencer à manger rapidement, c'est tout un tas de mesures comme ça qui vont faire que petit à petit, on arrive sur des prises en charge qui sont rapides, efficaces, et même parfois, on pousse cette prise en charge à l'extrême avec des prises en charge ambulatoires, avec des patients qui sont opérés de chirurgie colorectale en rentrant le matin et en sortant le soir de leur hospitalisation. Voilà, si vous avez des questions, je peux y répondre. Dans quel cas, en fait, quasiment les seules indications de colostomie définitive, c'est soit parce qu'il y a eu une complication d'une précédente chirurgie qui contre-indique le fait de pouvoir recoudre en bas de l'intestin, d'accord? C'est pour ça qu'on préfère faire la stomie pour protéger ses coutures. Et après, les autres cas de figure, ça va être par exemple chez les personnes très âgées, chez qui il va falloir faire une couture basse avec une continence anale qui va être déjà dégradée, où on sait qu'ils auront un pronostic fonctionnel qui va être mauvais, ils auront une meilleure qualité de vie avec une stomie. Et puis après, le dernier cas de figure, ça va être ce qu'on appelle les problématiques d'amputation abdominopérinéale, c'est-à-dire des cancers qui soit sont en rapport avec le canal anal, soit qui sont du rectum et qui touchent le canal anal, et on ne pourra pas conserver le sphincter. Donc, quand on ne peut pas conserver le sphincter, la solution la plus classique, on va dire, c'est de mettre le côlon en colostomie définitive. Merci. Je me rappelle que j'ai mis le dress code bleu que vous nous avez C'est imposé. bien. Hein, Je note. C'est parfait. Là, il faut se mettre ici. Hein. Voilà, parfait. Bon, je suis là en tant que représentant de la Ligue contre le cancer et je vais donc dire quelques mots sur l'organisation de la Ligue et ainsi que son implication dans Marseille. La Ligue contre le cancer, c'est une association qui a une centaine d'années, qui a été élaborée après la guerre de 14-18 et qui elle est représentée donc par une fédération nationale qui regroupe plus de 100 comités, un par département, il y en a 103 exactement, dans le comité départemental du Lot-et-Garonne, qui siège donc rue Camille Desmoulins, en face de l'hôtel Ibis à Agen. Le comité départemental a eu des difficultés ces dernières années à cause de pandémie, à cause de démissions. Depuis 6 mois, ce comité est reparti.
grâce au dynamisme d'une nouvelle équipe de salariés, de secrétaires, et puis d'administrateurs, dont Martine Faux, la secrétaire générale, et Claude Vessière, trésorier, qui sont deux amis. Et donc, on a relancé un petit peu cette association, ce qui permet de voir un avenir important pour aider nos patients atteints de cancer du Lot-et-Garonne. Alors, le fonctionnement de chaque comité est indépendant, tant sur un plan financier que sur un plan de ses actions. Mais il y a toujours des retours permanents avec la fédération, ce qui permet de trouver une parfaite, comment dire, une parfaite gestion rigoureuse. Et en deux mots, les sous qui sont collectés par la Ligue sont bien utilisés dans la prise en charge des malades atteints de cancer dans le Lot-et-Garonne. Quel est son rôle? Trois grandes missions. D'abord, la recherche. La recherche sur un plan national, sur un plan régional, alors là, c'est soumis à des avis de comités scientifiques qui sont choisis par la Ligue et qui, nous, comités départementaux, on reste des financeurs et à ce titre, le comité du Lot-et-Garonne a donné près de 100 000 € à la recherche cette année. Donc, ce qui est quand même assez considérable. Sur un plan local, on aide une organisation qui est gérée par le 3C, notamment la réalisation de podcasts, ces outils qui permettent de mieux comprendre la maladie, de mieux comprendre les traitements, et l'aide financière est importante dans ce domaine, et nous souhaitons longue vie à la réalisation de ces podcasts. Alors, deuxième mission après la recherche, c'est l'aide aux malades. Alors, on a beaucoup insisté sur, autant la recherche, bon, on est financeur, on donne des sous, très bien, mais là, l'aide aux malades, on est très acteur. Il y a deux niveaux. Les soins de support, et là, vous avez une diapo qui résume un petit peu les soins de support que l'on peut offrir à la Ligue par l'intermédiaire de conventions avec des professionnels de santé, alors notamment de diététique, de sophrologie, de socio-esthéticienne, de réflexologie, de socio-coiffure, je n'arrive pas à tout lire là, d'activité physique adaptée. Toutes ces actions sont proposées par la Ligue et offertes aux patientes et aux patients atteints de cancer du Lot-et-Garonne et sur tout le territoire du Lot-et-Garonne. Pas qu'Agen, Marmande, Villeneuve également sont présents dans ces actions. Depuis le début de l'année, grâce au dynamisme de nos équipes, il y a près de 170 soins ont été donnés chez 60 patients. Malheureusement, aujourd'hui, c'est surtout des patientes qui viennent, qui ouvrent la porte de la Ligue. Et c'est vrai que les hommes, je dirais, ont un frein vis-à-vis de ces prises en charge. Et c'est un peu dommage. Et je ne sais pas comment arriver à faire rentrer les hommes rue Camille Desmoulins pour essayer de faciliter ces soins de support chez nos malades. Donc, depuis le début de l'année, une soixantaine de patientes ont pu bénéficier de ces soins, et ce qui a permis de les aider, parce que on se rend compte que les prises en charge thérapeutiques, médicales, sont très lourdes, et les gens vivent à côté, et mieux vivre son cancer, eh bien, c'est quand même important.
Et j'espère que c'est ce type de soins pourra les aider. Autre aide, c'est les aides matérielles. Alors les aides matérielles, malheureusement, la maladie est souvent associée à des problèmes socio-économiques. Les malades ont des problèmes familiaux, des problèmes professionnels, et la Ligue, donc, avec l'intervention des assistantes sociales, essaye d'apporter une aide matérielle avec en concurrence de 400 € par patient pour payer des factures d'EDF, etc. Voilà, il y a eu une quinzaine de dossiers qui, depuis le début de l'année, depuis le redépart de la Ligue, ont été aidés depuis le début de l'année. Et je rajoute que tous ces soins de support et ces aides matérielles sont au profit des Lot-et-Garonnais. Ça, c'est très important. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui part dans une nébuleuse régionale ou nationale. Notre comité gère son fonctionnement et donc aide les locaux. C'est les locaux qui donnent des sous, c'est les locaux qui participent à la vie de la Ligue. Donc, ça me paraît très utile d'aider les Lot-et-Garonne. Troisième grande mission, c'est la prévention. Alors, la prévention, il y a eu des mois de sensibilisation qui ont été initiés par la Ligue depuis une dizaine d'années. Octobre rose pour le cancer du sein. Il va y avoir Septembre en or pour les cancers pédiatriques qui vont démarrer l'année prochaine. Et puis, il y a Mars bleu. Alors, Mars bleu, je ne vais pas reprendre tous les chiffres qui ont été donnés. C'est 17 000 décès par an en France. On peut dire qu'il n'y a très peu d'amélioration du chiffre de cette mortalité depuis 30 ans. Voilà. C'est toujours 17 000 morts. Machin, paf. On rallonge les vies avec nos progrès de prise en charge thérapeutique, mais on se rend compte que les cancers symptomatiques, ça veut dire des gens qui viennent vous voir avec du sang, avec des troubles du transit, avec une altération à l'état général, avec des douleurs abdominales, eh bien, globalement, ils ont 50% de survie à 5 ans. Ça veut dire que le cancer est très grave et on reste toujours à ce chiffre de 17 000 décès par an en France. Le seul moyen de faire diminuer la mortalité du cancer du côlon, c'est la prévention. C'est la prévention. Ça veut dire, c'est notamment la réalisation de ces tests, c'est enlever la lésion précancéreuse, qui est le polype, ou faire un diagnostic précoce de cancer asymptomatique, sans symptômes, pour lequel on a 90% de chances de guérison à 5 ans. Et donc, comme le disait Thierry tout à l'heure, on peut faire diminuer la mortalité si le taux de participation aux tests de dépistage augmente. Ce qui veut dire qu'on peut améliorer la mortalité, on peut la faire baisser de 3 à 4 000, ce qui correspond exactement au nombre de décès par an en France d'accidents de la route. Donc, on met beaucoup de moyens pour diminuer les accidents de la route, c'est très important, mais finalement, en augmentant un petit peu le taux de participation à la prévention et avec la réalisation des tests de dépistage, on arrive à sauver le même nombre de vies. Donc c'est quand même essentiel, quoi. C'est 3 000 vies ou 4 000 vies, on pourrait passer par exemple à 12 ou 13 000 avec une participation de ces tests de dépistage à 50%. Sur un plan national, on reste figé à des taux faibles de 30%. Heureusement, le Lot-et-Garonne s'en sort un peu mieux à 37,5%. Ceci est probablement lié à l'histoire aussi
de la réalisation de ces campagnes de prévention, car historiquement, le Lot-et-Garonne a toujours bien répondu, et peut-être les centres de santé qui planifiaient l'organisation ont été grandement responsables de cette bonne organisation, de ces bons résultats. Ceci dit, ces 37,5% ne suffisent pas, reste un chiffre insuffisant. Il faut arriver à 50% pour arriver à avoir un résultat bénéfique sur la mortalité. On ne revient pas sur les modalités de prévention, la réalisation des tests entre 50 et 74 ans, et qu'il faut donc essayer d'inciter. Alors, les campagnes de prévention du cancer du côlon, c'est une mission collective. Elle n'appartient à personne. À personne. Plusieurs acteurs doivent y participer. Le CRDC-NA et sa gestion administrative est à la tête de ces campagnes de prévention, mais il faut qu'elle y associe toutes les associations, tous les professionnels de santé, toutes les associations de lutte contre le cancer dans la Ligue, qui doivent sensibiliser la population dans ces périodes de Mars bleu, mais je rappelle que Mars bleu, enfin la prévention, ça n'est pas qu'un mois dans l'année, hein, c'est 12 mois dans l'année, hein, ça c'est important. Voilà, Mars bleu n'est qu'une demande de sensibilisation à la population pour essayer d'augmenter ce taux de participation qui est essentiel, comme je vous le disais tout à l'heure, pour essayer de faire baisser la mortalité. Donc les associations, les collectivités locales, aussi les mairies, les agglomérations qui nous aident dans ce sens pour faire des manifestations. Et là, vous avez sur cette diapo les différentes manifestations qui ont été proposées par Mars bleu, par la Ligue contre le cancer. Donc il y a eu les différentes visites de marché, les distributions de flyers, des affiches sur des panneaux publicitaires, les parapluies bleus que vous avez vus sur le boulevard, dans certaines mairies, le parapluie bleu étant le pendant des parapluies roses d'Octobre Rose pour se protéger, enfin l'image de la protection. Ils ont un petit peu été abîmés par les tempêtes, mais enfin, bon, on fera mieux peut-être les années suivantes. Voilà, c'est pour essayer de sensibiliser la population et d'essayer d'augmenter un petit peu ce taux de participation, même si ces visites sur les marchés, disons, par les bénévoles, on prend notre bâton de pèlerin, ces actions sur le terrain sont importantes, et si on fait augmenter même de 2 à 3% ce taux, eh bien, c'est déjà un résultat positif. Voilà. Je pense que je reviens sur une idée que j'avais eue avec Madame Lavielle à l'époque sur une réunion. Je pense qu'à ce jour, disons, les participants à la distribution des kits est insuffisant. C'est donné aux médecins. Maintenant, Internet également intervient dans cette distribution de kits. Peut-être que les pharmaciens distribueront, mais je pense qu'il faudrait multiplier les niveaux de distribution, enfin les chefs de distribution. Et je pense que les associations de lutte contre le cancer seraient, disons, avec ces bénévoles et ces gens qui sont sensibilisés, pourraient peut-être être utiles là-dedans. Mais c'est encore une réflexion sur un plan national, et donc on parle d'acte médical de ces distributions de ces kits. Quand on voit sur la pratique comment ça se passe, c'est-à-dire que le patient va chez son médecin traitant avec son papier, c'est souvent la secrétaire qui remet un kit, et puis voilà. Donc je pense que des choses pourraient être aussi bien faites par la Ligue, et d'ailleurs Internet
disons, remplace un acte médical, mais enfin, c'est un peu... voilà. La prévention, ça devrait être une responsabilité personnelle de chaque citoyen. Je dirais que c'est comme l'a été la vaccination du Covid. Et c'est pour faire reculer la maladie. Je crois que chaque citoyen doit être responsable de cette maladie et je dirais tout faire pour faire reculer cette mortalité. On avait fait un petit calcul. La prévention ne coûte pas très cher dans une politique de santé. On avait fait un petit calcul, une quinzaine de malades atteints de cancer colique métastatique revient au même prix qu'une prévention annuelle sur une population de 100 000 habitants. C'est-à-dire qui fait, qui fait exactement la population du Lot-et-Garonne. Et nous, 15 patients en situation métastatique, ça veut dire chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, multiples chimiothérapies avec les coûts des produits, les coûts des prises en charge, eh bien, vous les avez rapidement. Donc ça veut dire que même pour la sécurité sociale, ce seraient des bénéfices très très importants. Voilà. Puis enfin, fédérer les différentes actions du CRD-CNA, des différentes associations, sera sûrement une nécessité dans l'avenir et il faudra sûrement mieux s'organiser pour les prochaines années. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien sûr, la Ligue a besoin de moyens humains, les bénévoles sont très demandés, comme dans beaucoup d'associations également, hein, mais ils sont très utiles, ils sont les bienvenus rue Camille Desmoulins. Bien sûr, elle a besoin financiers, les dons, les legs, les cotisations, tout ça avec une gestion rigoureuse qui nous permettent, disons, de faire ces actions, de donner cette aide aux malades, de donner des sous pour la recherche. Voilà, elle a son intérêt. La Ligue repart avec beaucoup de dynamisme. Et puis, grâce à votre générosité, grâce à votre aide, eh bien, on espère créer beaucoup de choses et ensemble. Voilà, merci. Est-ce que quelqu'un a des questions? Nous remercions tout le monde et puis nous vous invitons à continuer à échanger et partager. Merci beaucoup.